Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un mythe fondateur absolument fascinant, celui d'Odger Catalo et des 9 barons de la renommée. L'histoire est pleine de récits épiques, c'est sûr, mais c'est vraiment rare de pouvoir décortiquer une légende pour voir exactement comment elle a été fabriquée de toutes pièces, modifiée, puis utilisée au fil des siècles. Bref, attachez vos ceintures parce qu'on part pour un voyage assez incroyable à travers le temps, la politique et la pure fiction. Alors la grande question du jour, comment est-ce qu'un vieux conte du Moyen Âge finit par se transformer en une véritable arme de propagande politique pour ensuite atterrir, de nos jours, sur grand écran façon superproduction hollywoodienne? C'est tout le parcours étonnant d'Odger Catalo. Et pour vraiment comprendre ce phénomène, on va devoir éplucher cette histoire couche par couche, un peu comme un oignon, pour séparer les vrais faits historiques des gros mythes qui se sont greffés dessus avec le temps. Commençons tout de suite par la première étape, le mythe porté à l'écran. Si on prend le récent film Patria, par exemple, le fossé entre la réalité historique et la version modernisée est tout simplement gigantesque. D'un côté, on a la vraie réalité des 8e et 9e siècles, qui était surtout faite de luttes territoriales complexes et, avouons-le, pas toujours très glamour. De l'autre côté, le film nous balance des fées païennes, de la magie et des sauts dans le temps complètement fous. Ça montre vraiment comment le cinéma moderne adore prendre d'énormes libertés avec les faits pour rendre l'histoire beaucoup plus spectaculaire. Et la liste des inventions du film est longue. D'abord, on invente une femme à Odger, la fameuse Romanie. Ensuite, on fait survivre par miracle les 9 barons. Et il y a même une scène où Odger dessine avec son sang les célèbres 4 barres catalanes. Un événement qui, dans les autres légendes, se déroule littéralement des siècles plus tard. En fait, tous ces ajouts romantiques servent à construire un récit nationaliste de libération populaire. Le problème, ce concept était totalement étranger à la mentalité des gens de l'époque. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Quelles sont les vraies origines de cette légende? Regardez un peu ce décalage temporel, c'est frappant. Les événements impliquant Haute-Léger sont censés se passer à l'époque carolingienne, donc vers le 8e ou 9e siècle. Sauf que, devinez quoi, ce n'est qu'en 1438, soit des centaines d'années plus tard, qu'un chevalier du nom de Pérétomique décide d'écrire cette histoire pour la première fois. Ce trou béant dans la chronologie, c'est quand même un sacré indice. Ça veut dire qu'on ne lit pas le témoignage de quelqu'un qui était sur place, mais bien l'œuvre d'un auteur qui écrit à une toute autre époque, avec des préoccupations bien à lui. Et d'ailleurs, la version d'origine de Pertomique n'a rien à voir avec le film. À la base, on parle d'un certain Ottogir Golan, blessé et caché dans les Pyrénées. Le récit raconte qu'il aurait recouvert la santé grâce à un chien hyper fidèle qui lui léchait les plaies et à une brebis blanche qui le nourrissait de son lait. Ensuite, il rassemble ses fameux 9 barons, il prête serment pour reconquérir les terres, et Ottogir finit tout simplement par mourir à Rose. Pas de magie, pas de fée, juste une symbolique très ancrée dans la mentalité médiévale du XVe siècle. Mais attention, Tomic n'a pas écrit ça juste pour divertir la galerie. Il avait un objectif politique en béton. En 1412, une nouvelle dynastie arrive au pouvoir, les Trastamare. Ils viennent de Castille, et disons qu'ils ne connaissent pas super bien les traditions locales. Tomic a donc inventé ce mythe pour leur faire croire que les nobles du coin tenaient leurs terres directement de l'empereur Charlemagne en personne et non pas de la monarchie actuelle. C'était un coup de génie stratégique pour protéger les privilèges de la noblesse féodale face au nouveau roi. Et ça ne s'arrête pas là. Passons à la suite. Comment la légende devient une arme politique? C'est là que les recherches de l'historien Jesus Villanueva deviennent absolument fascinantes. Il nous présente un certain Francisco Calça. On fait un bond dans le temps jusqu'en 1588. L'ambiance est hyper tendue, on est presque au bord de la révolution entre les institutions locales et la monarchie absolue du roi Philippe II. Et que fait Calça? Il prend ce vieux conte médiéval, il le dépoussière et il le transforme littéralement en une arme contre le pouvoir absolu. Son angle d'attaque tient en un slogan redoutable. La Catalogne ne fut jamais conquise. La monarchie absolue martelait que tout État naissait d'une conquête. Mais cette nouvelle version de l'histoire affirmait exactement l'inverse. Le peuple se serait libéré tout seul par ses propres moyens avant de se placer volontairement sous la protection des Francs. C'est une différence conceptuelle massive. C'est carrément renverser la table. Ce qui nous plonge dans la 4e phase, réécrire carrément la reconquête. Pour vraiment capter l'ampleur de cette manœuvre, il faut comprendre le concept de pactisme. Le but n'était pas l'indépendance telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais bien de justifier une monarchie limitée. L'idée est simple. Si le peuple s'est libéré seul et qu'il a passé un pacte avec un souverain étranger en échange de sa protection et du respect des lois locales, eh bien, ça veut dire que le roi n'a pas un pouvoir divin et illimité. Il est lié par un contrat. C'était ça, le véritable objectif de cette réécriture. Mais bon, il leur fallait des preuves tangibles. Les historiens de l'époque se sont donc mis à fouiller frénétiquement dans les archives.
Et ils ont fini par sortir un vrai document historique, un capitulaire promulgué en l'an 844 par le roi franc Charles le Chauve. Ce vieux parchemin, jusque-là complètement ignoré, allait devenir la pierre angulaire de leur toute nouvelle théorie. Sauf que la manipulation résidait dans l'interprétation. Le prologue de ce fameux texte mentionnait que les populations locales, fuyant les musulmans, avaient cherché refuge et s'étaient soumises de leur plein gré aux empereurs francs. Khalsa a pris ce passage, l'a tordu dans tous les sens et a déclaré « Regardez, il y a eu une auto-libération suivie d'une livraison volontaire, ce qui nous garantit une autonomie judiciaire depuis le début. » La ruse est brillante. En réinterprétant un seul bout de texte, ils ont bouclé la boucle de leur idéologie politique. Allez, on termine avec notre dernière partie, fiction contre histoire. Quand on regarde tout ça dans son ensemble, l'évolution de ce mythe est une véritable leçon d'histoire en 3 actes. Au XVe siècle, on a Atomique qui invente un chien guérisseur pour protéger les terres des nobles. Ensuite, au XVIe siècle, Khalsa efface ce côté conte de fées et sort des archives pour forger une arme contre le pouvoir absolu du roi. Et enfin, aujourd'hui, on transforme le tout en grand spectacle pour séduire un public moderne, friand de héros libérateurs. C'est quand même dingue de voir comment l'histoire est continuellement remodelée pour coller aux besoins du moment présent. Pour conclure cette analyse, face à ces siècles de réécriture, ça nous laisse avec une vraie réflexion. Si les stratégies politiques de 1438 ou de 1588 nous paraissent si évidentes aujourd'hui, qu'est-ce que les historiens du futur penseront de notre propre époque? Comment vont-ils analyser notre tendance actuelle à dramatiser et tordre les faits sur grand écran pour servir nos propres récits contemporains? C'est une pensée stimulante qui nous rappelle à quel point il est crucial de toujours garder l'esprit critique et de chercher la vérité au-delà de la belle histoire que nous raconte. Merci d'avoir suivi cette plongée dans le passé et à très vite pour une nouvelle exploration.